Bonsoir à tous, bienvenue au rendez-vous du 19 direction Porto Novo où se discute l'avenir du CEP. Son obtention faisait de son titulaire une personne bien enviée et même la fierté de la famille. Mais de nos jours, ce parchemin est désormais vu comme un diplôme caduc, voire à supprimer. Faut-il retirer le CEP des usagers du système éducatif national en le remplaçant par un simple contrôle des connaissances? Le sujet a été évoqué par la presse à Porto Novo au cours d'un dîner de presse avec le ministre des Enseignements maternels et primaires. Étaient présents Fimé Bassao et Calvado Aronu, dont voici le point. À la direction des examens et concours du primaire à Porto Novo, les requérants se bousculent pour les formalités de retrait de leur attestation de CEP ou celle de leurs proches parents. J'ai été confronté à une situation d'incendie dans ma maison qui a ravagé tous mes diplômes. Donc je suis à la DEC aujourd'hui pour l'établissement de cette duplicata-là. Je suis venu ici ce matin pour prendre l'attestation de mon petit-fils, quoi. CEP, oui. Pourtant, la problématique du retrait du CEP de la liste des examens nationaux engrange toujours des opinions favorables. Certains citoyens n'hésitent pas à proposer le remplacement du CEP à une simple composition de passage du CM2 en 6e. Le ministre Salimane Karimou lève l'équivoque. Si vous n'évaluez pas, vous ne pouvez pas découvrir le niveau de difficulté des apprenants. Vous ne pouvez pas savoir comment vous devez pouvoir les accompagner. Le grand risque, c'est que les enseignants risquent de tout abandonner. Ils vont faire enseignement comme ils ont l'habitude de faire, comme on a l'habitude de nous dire que nous, on a fini le programme. Ils vont dire, nous, on a fini le programme, et c'est terminé. Mais lui, il a fini le programme. Il a enseigné. Qu'est-ce qu'il lui donne l'assurance que l'enfant a appris ce qu'il a enseigné? C'est quelqu'un qui l'avait déjà dit. Il dit, moi j'enseigne. Eux, apprennent-ils? Saint-Ange. Le ministre donne ici un exemple on ne peut plus éloquent. J'en ai rencontré il y a 2 ans. Il était à 47 ans. Il avait 47 ans. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu viens chercher encore? Il dit, je suis photographe de profession. Mais j'ai eu un partenaire à l'extérieur qui veut m'accompagner. Mais qui me demande la preuve que je suis allé à l'école. C'est pourquoi je suis venu candidater. Donc je crois que c'est le cas. Celui qui, dans le nom, Togbeyon, ou bien comment je m'appelle. Togbeyon. Ça peut être son cas, je ne sais pas. Même moi, je n'ai pas connaissance. Surtout que nous avons informatisé cette année, les gens ne peuvent plus présenter n'importe quel candidat. La quête du précieux sésame suscite chaque année un engouement, surtout dans le rang des personnes âgées. À leurs yeux, le CEP répond à un défi bien plus important que le seul enjeu de l'accessibilité à l'emploi. Un mort et des blessés graves, c'est le bilan d'un nouveau cas d'accident de circulation survenu ce lundi matin à la sortie nord de Kandi. Selon les informations glanées par nos reporters, le conducteur du bus filerait à 120 km/h, un excès de vitesse qui serait à l'origine de cet accident. Patrick Ayadji. Saltant sur les routes de Kandi, un nouvel accident de circulation a fait des victimes à la sortie nord de cette commune de Lalibori. Dans la matinée de ce lundi, c'est une compagnie de transport en commun en direction de Malanville qui a traversé la voie avant de finir sa course contre un arbre. Bilan, un mort sur le coup et plusieurs cas de blessés graves admis à l'hôpital de zone de Kandi. On a eu 21 patients. Donc 4 sont traités à titre externe, c'était des égratignures et autres, voilà. On a 17 patients dans le service actuellement, dont réellement 3 sont des cas très graves. Je viens du bloc comme ça, on a dû opérer 2 pour hémorragie interne. L'un avait une fracture de la rate, l'autre avait une déchirure du foie. Ça promet, ils sont relativement stables actuellement. Mais c'est la surveillance qui nous dira ce qu'il en sera. Stupéfaction totale et consternation sur le visage des survivants. Certains passagers à bord du bus fustigent ici l'excès de vitesse. Le chauffeur refilait. Moi-même, je suis conducteur. Depuis la nuit, je voulais dire aux gens parce que
Avant là, en 2012, quand c'est arrivé là, il y a un chauffeur qui est en train de conduire minibus là. Je dis, mon frère, fais doucement. Tous les passagers qui disent, hé. Maintenant là, je me rappelle hier, ça n'a pas me fait surprise, c'est parce que depuis il y a début hier là, c'est des vis là. Tu as vu le bus là, non, comment il a cassé comme ça. Mais on a remis sur Dieu beaucoup. Il pleuvait encore. Et c'est dans le tournant. Au lieu d'aller doucement, il était déjà à 120 et quelques kilomètres par heure. Ouais. Il est rentré avec force. Et il voulait freiner. Donc il a freiné trop et les pneus ont glissé. Et heureusement qu'il y avait un arbre à côté, sinon les habitants aussi allaient avoir aussi le choc. Je bénis l'Éternel pour m'avoir sauvé. Parce que celui qui était à côté de moi, on m'a dit qu'il est parti. Le passager qui a rendu l'âme serait de nationalité nigérienne selon plusieurs recoupements. Il est décédé en voulant sauter du bus selon une source policière qui a requis l'anonymat. Parakou regorge de monuments historiques et culturels qui témoignent de son riche passé et de son importance dans la région. Les monuments de Bioguera, Hubert Maga et le mausolée de Abdoulaye Issa retiennent l'attention au sein de cette ville. En plus de leur beauté architecturale, la portée de ces monuments pour les citoyens n'est plus à démontrer. Découvrons-les ensemble à travers ce reportage que nous propose Jean-Baptiste Famoumi, Michael Noati, présenté par Enoch Mouati. Je quitte le quartier au Quai d'Ama, me divertir. C'est la routine de quelques citoyens de la ville de Parakou, tout comme Mouminat Adam Alidou tous les soirs. Ils parcourent parfois de longues distances pour se rendre à ces places avec des raisons bien précises. Aujourd'hui, j'étais à la maison, je n'ai rien à faire et je n'ai aucun endroit pour aller. Donc je suis venu ici pour me distraire, pour être un peu à l'aise dans mon cerveau et prendre un peu de l'air. Ces ouvrages d'architecture et de sculpture réalisés pour transmettre à la postérité la mémoire des braves et illustres personnages de la nation racontent toute une histoire. En réalisant des monuments, c'est pour développer chez des citoyens la conscience nationale, le sentiment national qui a été porté déjà par ces individus-là pour perpétuer ces sentiments de nationalisme, de savoir vivre ensemble. C'est en honneur de ceux-là qu'on réalise les monuments. L'érection de ces monuments Hubert Maga, Bioguera, Abdoulaye Issa pour la ville de Parakou n'est pas le fruit du hasard. Elle relève du choix des autorités locales. Ça devait relever du ministère de la Culture, des Beaux-Arts, etc. Et on prend un décret pour classifier parce que ça a un objectif. Donc un individu ne devrait pas se lever parce qu'il a fait glané quelques informations, a appris que quelqu'un est un héros, il va aller ériger. Non, je ne pense pas, ce n'est pas nationaliste. La valorisation de ces monuments passe aussi par la volonté des autorités locales d'innover. Pendant les fêtes, vous voyez beaucoup de jeunes, beaucoup de familles qui sortent, qui déambulent autour de la place Hubert Maga. Mais les autres n'ont pas d'espace. Ce qu'il fallait faire, c'était de mettre des écriteaux, de mettre une petite pancarte qui retrace, qui explique le sens et la portée de chacune des places. Il y a lieu donc que l'administration municipale se rattrape en mettant juste une petite pancarte pour expliquer ici c'est la place telle. Voilà. Et même pour les étrangers qui sont en visite. À travers ces places monumentales, la cité des Kobourou met en lumière la richesse du patrimoine culturel et historique du pays. C'est la saison pluvieuse et comme c'est de coutume, la période est favorable à l'apparition d'un certain nombre de produits agricoles. C'est le cas par exemple de l'igname, présente déjà dans certains marchés, mais dont la consommation reste sujette à un certain nombre de facteurs, comme l'indique cet élément de Gladys Yarou et Olviga Messan, présenté par Bertin Adil. Presque partout dans les marchés de Parakou, la nouvelle igname existe déjà. Cependant, il n'est pas aisé de se l'offrir. Si c'est sorti premièrement, là, bon, le prix là, vraiment, ça augmente de plus. Pour aller demander le prix, c'est difficilement. Je n'ai pas encore touché même. Au-delà, bien d'autres raisons justifient la non-consommation de l'igname en ce début de saison. C'est qu'après avoir fait les cérémonies, que nous pouvons toucher ça pour manger. C'est dans ce mois, mais ça n'a pas encore un jour précis.
Il y a d'autres qui viennent et ils nous disent qu'ils attendent le 15 août. Il y a d'autres qui disent qu'ils attendent quelques cérémonies dans leur village avant de manger. Mais il y a d'autres qui prennent sans aucun souci. Shamsdin, lui, ne trouve pas nécessaire de faire des rituels avant de consommer la nouvelle igname. Au fur et à mesure que le temps évolue, on doit changer de mentalité. Donc, si l'igname est sorti, pourquoi ne pas la consommer? En fait, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Prince Voyon, prêtre du phare, pour sa part, évoque les biens fondés de la démarche qui consiste à offrir la nouvelle igname aux divinités avant de la consommer. De l'huile, des volailles, il y a même des gens qui tuent des moutons. Et c'est cet ensemble-là que vous ajoutez à cette nouvelle igname-là et vous offrez à votre divinité. Lorsque vous l'offrez, vous faites les prières de prospérité, d'évolution, de stabilité, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan des finances. Vous faites toute cette prière-là. Et c'est cette prière-là qui vous accompagne d'abord parce que la divinité a reçu le message que vous avez porté à son égard et c'est ce message-là qu'il va appliquer dans votre vie. Ceux qui ne le savent pas, bon, il n'y a pas grande conséquence pour eux, mais nous qui sommes dedans, qui sommes initiés, c'est nous qui savons déjà qu'il faut le faire pour éviter certains retours défavorables et malheureux. À chacun de faire le choix de consommer ou non l'igname en fonction de ses convictions ou pratiques. La cour! L'audience est ouverte. Accusés, quels sont vos noms, prénoms, date et lieu de naissance? Sale temps pour les cybercriminels au Bénin. Dernière actualité, 18 ont écopé de 5 et 7 ans de prison ferme. Ils ont été jugés par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour des faits d'escroquerie via Internet. Le verdict est tombé le jeudi 3 août dernier. Héloïse Winato. Des cybercriminels toujours à la manœuvre. Des hors-la-loi rivalisent d'ingéniosité et de ruse pour atteindre leur but. 15 dossiers examinés et 18 cybercriminels communément appelés Gaiman, reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. En effet, leur mode opératoire n'est jamais identique. Ils utilisent diverses stratégies pour convaincre leurs victimes afin de leur soutirer de l'argent. Certains se font passer pour des investisseurs et ont proposé des prêts à leurs victimes qui ont mordu à l'appât. D'autres leur font croire qu'ils sont des donateurs. Il y en a encore qui ont proposé des relations intimes via Internet. C'est la sextorsion. Cette dernière catégorie propose des consultations spirituelles. La Cour a alors prononcé à leur encontre des peines d'emprisonnement fermes. 11 cybercriminels ont été donc condamnés à 7 ans de prison, dont 5 fermes, et chacun doit payer 1 million de francs CFA d'amende. 2 prévenus ont pris 7 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende. Un jeune cybercriminel, quant à lui, après avoir escroqué 2 victimes dans une affaire de faux visa, a tenté d'escroquer des ministres du gouvernement béninois. Il est condamné à 5 ans de prison ferme et 1 million d'amende. 4 Nigériens poursuivis pour les mêmes faits ont écopé de 5 ans de prison assortis de sursis, mais ils devront payer chacun une amende d'1 million de francs CFA. Et enfin, la relaxe au bénéfice du doute a été prononcée au profit de 4 Gaimen. L'Institut national de la femme en campagne contre les violences basées sur le genre à Kouyogbé dans le Mono. Les entraves à l'épanouissement des femmes est le cœur de la sensibilisation portée par l'Institut dans cette contrée. La Journée internationale de la femme africaine en a offert l'opportunité. Selon Médecins du Monde, 69% des Béninoises disent avoir subi au moins une fois dans leur vie des violences. Le sujet n'est pas nouveau dans la commune de Kouyogbé. Ce ne sont pas les commissaires qui vont me démentir, puisque nous savons ce que nous vivons dans notre commune par rapport à l'épanouissement, aux freins qui empêchent les femmes de s'épanouir dans notre commune. 389 cas de violence basés sur le genre ont été répertoriés sur la période allant du 1er janvier au 14 juillet 2023 dans le département du Mono. Dans la commune de Kouyogbé, 28 femmes ont été victimes de violences basées sur le genre et elles ont été prises en charge.
L'Institut national de la femme, en engageant ce dialogue communautaire, entend contribuer à la promotion et à l'épanouissement de la femme béninoise. Alors, les services que nous offrons à l'INF sont des services d'ordre juridique, d'ordre judiciaire, et nous offrons aussi des services liés à l'assistance des victimes. Le chef de l'État a à cœur la problématique de la femme. C'est pour ça qu'il est venu, il a créé l'Institut national de la femme. Et j'aimerais bien que nous puissions sortir d'ici avec assez de matière, non seulement de la matière, mais aussi des pistes de solutions qui vont nous permettre de pouvoir aider les femmes, de pouvoir aider la jeune fille à pouvoir mieux s'en sortir. En offrant un accompagnement aux communautés cibles, l'INF joue ainsi son rôle dans la lutte et la prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre. C'est tout pour ce 19h. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention. Retrouvez à 20h Osias Sounouveau pour la première grande édition du soir.